Salut les amis, comment allez-vous? Je vais vous faire aujourd'hui un petit débrief de ma Race Across Belgium 1000 km que j'ai terminé la semaine dernière. Donc pour la petite histoire, je m'étais inscrit à la RAB en 2021. Cela dit, elle avait été décalée à cause du Covid-19 et j'avais finalement décidé de la faire cette année et de faire la Race Across France l'année dernière. Je vais sortir la semaine prochaine le vlog de la course. Cela dit, le montage me prend un petit peu de temps puisque j'avais 2 heures de rush. C'est pour ça que je vous fais un petit débrief tout d'abord. Et le vlog devrait sortir la semaine prochaine. Tout d'abord, je vais vous parler du parcours de la course. Donc le parcours de 1000 km partait de Waterloo à 20 km au sud de Bruxelles et nous avions 3 boucles à réaliser. Une première d'environ 520 km qui partait vers le nord de la Belgique. Ensuite une deuxième d'environ 200 km qui partait en direction de Anvers. Et la troisième, la plus dure, qui faisait 300 km environ, qui faisait le tour des Ardennes belges avec des difficultés absolument horribles. Donc à la base j'étais un petit peu déçu d'avoir 3 boucles qui partaient de la même base de vie plutôt que d'avoir une grande boucle de 1000 km avec le côté aventure qui était un petit peu plus présent. Avec le recul, je me suis rendu compte que d'avoir une base de vie commune dans laquelle on revenait à la fin de chaque boucle, ça permettait vraiment d'avoir un sac avec du matériel, avec des vêtements, avec de l'alimentation. Donc ça a été une grande aide et ça a été assez pratique finalement. Donc au niveau des boucles, on est donc parti sur la boucle de 520 km qui nous faisait rejoindre le nord de la Belgique et qui nous est passé par la mer avec la station balnéaire de La Panne. Ça a été une boucle qui était relativement facile au début, cependant on s'est pris un gros vent de face en direction de la mer avec environ 50 km de vent de face et là ça a été très dur d'avancer. Moi j'étais à environ 20 à 22 km/h sur les prolongateurs, donc ça a été très compliqué. Malgré tout, on était quand même en forme parce que ça venait de commencer, donc on s'est quand même bien battu contre le vent, mais ça a été le premier moment difficile du parcours. Donc aux alentours de 100-150 km parcourus. Donc vers le milieu de la première boucle, on a commencé à arriver vers les monts des Flandres. Donc là c'est vraiment mes terrains de jeu, il y avait le mont Kemmel, le mont Noir, le mont Rouge, le Bahnberg, enfin tous les monts que j'ai l'habitude de faire tous les week-ends, donc que je les connaissais très bien. Cependant la nuit commençait à tomber et moi je commençais vraiment à être fatigué. Je vous parlerai du sommeil plus tard, mais la fin de la boucle de 520 km a été très compliquée avec énormément de secteurs pavés. On a notamment parcouru tous les secteurs pavés mythiques du Tour des Flandres avec notamment le Kemmelberg, le Paterberg. Donc là ça a été les premières grosses difficultés du parcours. C'est des monts que je connaissais donc je les ai abordés avec beaucoup de sérénité, ils se sont plutôt bien passés. Donc voilà, ça c'était la boucle de 520 km qui a été assez difficile, il fallait se mettre en jambes. Moi j'ai un petit peu de mal avec les premiers jours de course ultra parce que tout le monde part hyper vite. J'ai du mal à mettre en jambes parce que le corps est relativement en forme au début, mais il faut quand même se restreindre au niveau de la vitesse pour en garder sous le pied. Mais en étant parti à 11h40 du matin, j'ai terminé la première boucle à environ 16h le lendemain, avec quelques heures d'avance sur les 30 heures maximales qu'il fallait retenir pour faire cette boucle. Au niveau des time cuts, contrairement à la Race Across France où la time cut était de 5 jours pour faire les 1000 km, sur la Race Across Belgium, nous n'avions que 3 jours pour faire les 1000 km qui étaient vraiment short, ce qui a probablement causé le plus d'abandon puisqu'il y a eu vraiment beaucoup d'abandon sur cette course. Donc je m'estime assez finalement chanceux d'avoir réussi à terminer la course. La deuxième boucle d'environ 200 à 220 km, elle partait tout au nord en direction de Anvers pour revenir à Waterloo ensuite. C'était la boucle la plus facile, donc l'idée c'était de la faire assez rapidement puisqu'il y avait peu de difficultés sur le parcours. J'ai démarré cette boucle aux alentours de 16h, 16h30 et je l'ai terminée à 3h40 il me semble du matin, donc ça a été vraiment dur. Je vous raconterai au niveau du sommeil, au niveau de la fatigue, mais ça a été très compliqué pour moi de terminer cette boucle en restant assez éveillé pour rouler sereinement, mais je l'ai terminé aux alentours de 3h du matin. Au niveau de cette deuxième boucle, il y avait le passage à Anvers qui a été assez compliqué puisque c'est une ville portuaire avec des dizaines de kilomètres, assez industriel, assez ennuyeux. Donc ça n'a pas été les routes les plus cool du parcours on va dire, mais il fallait passer par là donc voilà, ça s'est quand même bien passé. Au niveau de petites anecdotes sur le parcours, on a malheureusement eu beaucoup de routes en travaux, donc ça je pense que c'est pas de la faute de l'organisation, cependant ça a été assez compliqué parce qu'il y a eu pas mal de passages avec le revêtement en bitume qui était absolument inexistant, donc pas mal de passages plutôt en gravel, donc sur du gravier, sur de la terre, donc je croisais des doigts pour ne pas crever. Je n'ai heureusement pas crevé à ce moment-là. Au niveau du parcours également, on a malheureusement passé plusieurs endroits avec des marchés ou des brocantes, donc ça à nouveau c'est pas la faute de l'organisation, cependant ça a été quand même assez compliqué et bon, de passer avec le vélo ça a été des moments assez épiques. Je pense notamment au niveau de Bruges où il y avait une procession religieuse, je vous montrerai ça dans mon vlog, mais alors on pouvait plus passer en vélo parce que toute la ville était bouclée, donc on a dû faire un détour pour retrouver la trace, donc ça a été assez sport également.
La dernière boucle, mais pas des moindres, c'était la traversée des Ardennes belges. Je connais très bien ces routes pour les avoir empruntées de nombreuses fois et c'est pour cela qu'elle me faisait extrêmement peur et que j'étais conscient que cette boucle allait être la plus difficile du parcours. D'autant plus qu'on l'a démarrée après environ 750 km dans les pattes, donc autant vous dire que j'étais carrément carbonisé quand j'ai démarré cette boucle aux alentours de 6-7 heures du matin le dernier jour. Donc cette dernière boucle, elle faisait 348 km au lieu des 300 km annoncés, ce qui fait qu'au total, moi j'ai parcouru presque 1100 km au lieu des 1000 km annoncés. Autant vous dire que le dernier kilomètre était vraiment très compliqué. Je vous raconterai ça au niveau du sommeil également tout à l'heure. Donc la dernière boucle, que dire? C'est vraiment l'enfer belge. On monte pas très haut, on monte jamais au-dessus des 500 mètres d'altitude. Pour autant, c'est un enchaînement continue de monter à presque 20% pour les pentes les plus raides. Parmi les montées les plus dures, je pense au triple mur du Monty, à la côte de Stokke, au tiers de Caux, à la côte de la Redoute qui a été extrêmement compliquée, j'avais oublié qu'elle était aussi dure celle-là. Bref, toutes les montées les plus mythiques de la Flèche Wallonne et de Liège-Bastogne-Liège condensées en une boucle unique. Donc ça a été très dur. Je pense aussi au mur du Huy que je viens d'oublier, excusez-moi. Ça a été vraiment très dur. À ce moment-là, j'avais plus du tout de jus. J'avançais à environ 17 km/h de moyenne. J'ai une pensée à tous les concurrents qui n'avaient jamais roulé sur les routes belges et qui ne s'attendaient pas à des routes aussi dures. Donc voilà, ça c'était la fin du parcours des 1000 km de l'Arabe. Je savais que ça allait être dur, ça l'a été extrêmement. Donc voilà, au niveau du parcours, si je dois résumer, c'est vraiment un parcours qui est hyper exigeant. Comme je le dis à chaque fois, c'est bien plus dur de rouler en Belgique, sur les routes ardennaises notamment, que dans les Alpes où les montées durent 1 heure à 2 heures mais sont à peu près rectilignes, où on peut mesurer son effort. Là, les routes belges ne pardonnent aucune baisse de régime, c'est hyper dur, le bitume est en extrêmement mauvais état, il y a énormément de pavés. Le premier et deuxième jour, on s'est pris des pavés tout le temps. Donc si vous faites l'Arabe l'année prochaine, soyez conscient que ça va être très difficile. Maintenant, je voudrais parler des bénévoles et de toute l'organisation qui sont autour de cette course. Je vous rappelle que la Race Cross Belgium est maintenant organisée par les mêmes organisateurs que la Race Cross France et je peux vous assurer que les bénévoles sont aux petits oignons, ce qui est vraiment incroyable. Déjà, on est super bien accueillis avant la course, dans la base de vie. Le bike check est hyper agréable. Ensuite, on a un petit discours qui nous rappelle les points essentiels de la course, donc ça c'est vraiment super chouette. Et enfin, les bénévoles qui sont dans la base de vie tous les jours de la course sont vraiment aux petits oignons. Moi, j'ai des souvenirs de nuit où j'arrivais à 3h30 du matin. Il y avait des bénévoles pour me servir à manger, pour me servir de l'eau. Je me réveillais à 7h du matin, ils étaient encore là, ils n'avaient pas dormi de la nuit. Donc vraiment au niveau de l'organisation, je voulais tirer mon chapeau parce que l'équipe d'orga et de bénévoles sont vraiment aux petits oignons. L'équipe média est vraiment au top, comme à chaque fois, donc ça a été vraiment un point hyper positif de la course. Ensuite, je voulais vous dire 2 mots sur le fait de rouler en Belgique. Rouler en Belgique, ça va être vraiment très différent de rouler en France. J'en ai déjà parlé, mais les routes sont très souvent dans un état vraiment chaotique. Il y a des culs de poule de partout. Ça roule pas, ça tape dans tous les sens. Moi j'avais des pneus de 32 mais honnêtement c'est vraiment le minimum qu'il faut pour avoir un minimum de confort sur ces routes. Ensuite un point positif c'est que même si les routes sont en très mauvais état souvent, il y a énormément de pistes cyclables. D'ailleurs en Belgique, je vous rappelle que les pistes cyclables sont obligatoires, ce qui veut dire que s'il y a une route et une piste cyclable à côté, vous allez être obligé de prendre la piste cyclable au risque de vous faire klaxonner puisque les Belges aiment bien klaxonner lorsque vous n'êtes pas sur la piste cyclable. Donc faites attention à ce niveau-là, c'est pas pareil qu'en France. Les pistes cyclables sont obligatoires, mais par chance, il y en a énormément qui sont bien sécurisées. Donc au niveau du sommeil, j'avais fait le choix de ne pas prendre de matelas gonflable et de prendre uniquement mon bivy pour pouvoir dormir rapidement et pour profiter de temps en temps des bases de vie puisque je prévoyais de faire la première nuit dehors et la deuxième nuit dans la base de vie puisque j'estimais arriver aux alentours de minuit, entre minuit et 3h du mat à la base de vie le deuxième jour. Donc ça, j'ai rien à dire, ça s'est plutôt bien passé. Alors la petite histoire, c'est que moi j'avais prévu de faire une très courte nuit la première nuit pour profiter de l'adrénaline de la course pour dormir moins d'1 heure. Malgré tout, j'ai eu un gros coup de barre aux alentours de minuit donc j'ai décidé de dormir plus que prévu et je me suis arrêté environ 2h30, 3h donc j'ai dormi à peu près 2h30 à 3h la première nuit parce que j'avais pas envie de me cramer dès la première nuit, j'avais envie d'en garder sous la pédale parce que je savais que ça allait être très dur ensuite. La deuxième nuit, je suis arrivé à la base de vie aux alentours de 3h30. Et là, je peux vous assurer qu'entre minuit et 3h30 à mon arrivée à la base de vie, ça a été très compliqué. J'avais vraiment de gros coups de barre. J'ai essayé de tout faire pour rester éveillé. J'ai essayé d'écouter de la musique, j'ai essayé d'écouter la radio pour vraiment me concentrer sur les paroles, pour chanter un coup et tout. Mais ça a été vraiment compliqué. D'autant que la nuit était vraiment très sombre, qu'il faisait vraiment assez froid. Donc voilà, la deuxième nuit, je l'ai passée à la base de vie. Je suis arrivé donc aux alentours de 3h30.
et je me suis réveillé vers 6h. Donc j'ai dormi à peu près 2h30 à la base de vie pour repartir le lendemain pour la dernière boucle. J'ai terminé la dernière boucle également aux alentours de 3h à 3h30. Et là, exactement pareil, entre minuit et 3h30, ça a été très compliqué. Là, je commençais à avoir des hallucinations. Donc, chaque objet sur le bord de la route, c'était des humains, que ce soit les arbres, les buissons, les poteaux, les barrières. Donc, ça a été vraiment très très étrange parce que je voyais des gens partout qui avaient l'air de bouger et j'étais presque sûr d'en voir. Donc là, pareil, j'ai passé 3 heures très très compliquées à essayer de garder de l'attention pour rester concentré sur la route malgré la fatigue. Par chance, j'ai fait les 2 dernières heures avec 2 camarades qui m'ont bien épaulé pour discuter un petit peu, pour continuer la route ensemble et pour rester éveillé parce que ça a été bien plus simple ensemble. Au niveau du sommeil, ça s'est passé comme ça. Mais finalement, à chaque fois d'avoir la base de vie en point de mire, ça m'a aidé à pousser. La dernière nuit, j'ai quand même fait une petite sieste d'environ 10 minutes aux alentours de minuit pour avoir un dernier petit coup de boost pour terminer la course. Au niveau du matériel, je vous avais fait une présentation du matériel dans ma vidéo précédente. Je vous recommande d'aller la voir. Je ne vais pas vous faire un débrief complet là-dessus. Mais le vélo, le Van Rysel, il est vraiment excellent. Je suis super content. D'avoir des prolongateurs, contrairement à la Rafale l'année dernière, ça a été vraiment d'une grande aide parce que d'un point de vue du confort, c'est pas mal d'avoir uniquement les avant-bras qui sont posés sur les prolongateurs de temps à autre. Même si sur certaines routes défoncées ou sur les monts hyper abrupts des Tours des Flandres et de la Flèche Wallonne, etc., c'est quand même compliqué de les utiliser. Malgré tout, j'étais content de les avoir. Ça a été d'une grande aide. La petite erreur que j'ai fait, enfin on va dire que c'est pas vraiment une erreur, mais juste avant la course j'avais des baisses de pression du tubeless, donc en fait je suis parti avec le pneu avant en tubeless et le pneu arrière en chambre à air. Malheureusement avec les au moins 50 km de pavés qu'on s'est pris pendant tout le parcours, mon pneu arrière a fini par crever, donc j'ai dû réparer. On était aux alentours du kilomètre 850 il me semble, donc j'ai dû réparer, j'ai dû changer de chambre à air. J'aime pas changer de chambre à air parce qu'avec la petite pompe j'arrive jamais à mettre assez de pression. Par chance, environ 100 km plus tard, je suis tombé sur quelqu'un qui était en train de réparer son vélo et de nettoyer dans son jardin, donc qui m'a gentiment prêté une pompe pour regonfler aux alentours de 4 bars et pour repartir en toute sécurité. Je vous dis 4 bars parce que j'ai pas gonflé plus parce que j'avais l'impression qu'il y avait une hernie sur le pneu, donc j'ai pas osé gonfler plus de peur que mon pneu explose. Il y a beaucoup de concurrents qui ont eu des gros problèmes de pneus parce que le parcours était vraiment assez chaotique au niveau du revêtement comme je vous disais, donc les pneus ont vraiment pris cher. D'ailleurs pour la Race Cross France, je change de pneus même si mes pneus ont moins de 2000 km. Comme ça, je pars avec des pneus neufs, en tubeless je l'espère. Et je vais être plus safe comme ça parce que je sais que les routes françaises sont quand même bien meilleures que les routes belges. Excusez-moi amis belges, mais c'est malheureusement la réalité. Au niveau de l'alimentation maintenant, on partait un jeudi férié, donc je savais que rien n'allait être ouvert sur notre route le premier jour. Mon idée était assez simple, c'était de remplir au maximum mes sacoches pour avoir besoin de m'arrêter le moins possible le premier jour et la première nuit, tout en sachant qu'il n'y allait avoir très peu de commerce ouvert. J'avais rempli mes sacoches de pochons d'oléagineux Olifa, donc ça j'en ai mangé énormément sur le parcours, donc ça a été vraiment un grand plaisir de les avoir avec moi. C'est une énergie qui est super stable, que j'adore, les goûts sont hyper bons, donc ça a été vraiment super bien d'avoir ça. J'ai mangé aussi beaucoup d'oléagineux, donc j'avais des sachets de noix, d'amandes, de noisettes, de choses comme ça, donc ça a été vraiment chouette. J'ai mangé aussi pas mal de fromage, j'avais des blocs d'emmental, donc des choses comme ça aussi top. Donc même si rien n'était ouvert comme je vous le disais, parce qu'on était férié le premier jour de la course, à mon grand étonnement, il y avait énormément de distributeurs automatiques d'alimentation, notamment dans le nord de la Belgique. Vers la première nuit à 3h du matin, j'ai trouvé un distributeur où j'ai pu acheter des framboises et des espèces de salade de thon à 3h du matin, donc le truc assez improbable, donc ça a été assez chouette d'avoir ça. Il y a eu beaucoup de concurrents qui n'étaient pas forcément au courant que c'était férié ou alors qu'il y avait très peu de commerces en Belgique et qui se sont retrouvés coincés, donc ça, si vous faites la course l'année prochaine, faites attention, il y a très peu de commerces ouverts en Belgique, alors pendant les jours fériés c'est encore pire. Deuxième point à retenir qui peut vous piéger pendant la course, c'est qu'en Belgique il y a très peu d'endroits qui prennent la carte bleue, donc pensez à prendre du liquide sur vous. Il y a des concurrents qui se sont retrouvés coincés parce qu'ils n'avaient que leur carte bleue et qui n'arrivaient pas à trouver un commerce qui prenait la carte bleue. Donc attention à ça, en Belgique, très peu d'endroits prennent la carte bleue. En plus de tout ce qui était dans mes sacoches et de tout ce que j'avais mis dans mes drop bags qui me permettaient de remplir mon vélo à chaque passage en alimentation, j'ai fait pas mal de stops dans les boucheries où là j'ai acheté des tranches de pâté, du jambon, des choses comme ça. Moi j'adore ce genre d'alimentation
qui me permettent d'avoir pas mal d'énergie tout en respectant une alimentation pauvre en glucides qui me permet de brûler un maximum de matières grasses. Si vous voulez en savoir plus sur les régimes cétogènes, allez sur mon site lowcarbfriendly.com, je vous explique tout ça. Allez sur les vidéos qui sont sur ma chaîne YouTube, je vous remets la miniature juste ici. Comme vous le savez sans doute, moi ça fait 6 ans que je suis en régime cétogène maintenant. Ça me permet d'avoir une énergie hyper stable, notamment lors de mes courses ultra, c'est-à-dire de ne pas risquer d'hypoglycémie tout en mangeant assez peu. J'ai fait le calcul et je pense que j'étais à moins de 3 ou 4 000 calories pour des journées à plus de 400 km de vélo. Donc c'est vraiment d'une grande aide pour moi d'être en régime cétogène parce que je risque pas d'hypoglycémie, j'ai pas besoin d'être à la course au sucre en permanence. Donc ça me permet d'avancer, même si je trouve pas de commerce, de façon hyper sereine parce que je sais que je risque pas d'hypoglycémie. Donc ça, c'est hyper agréable. Point numéro 7 de la vidéo, à chaque course d'ultra distance, c'est vraiment les rencontres qui sont hyper agréables et qui sont, je veux dire, vraiment fantastiques. Comparé à une balade que je peux faire de plusieurs jours où je suis tout seul sur mon vélo, là, le fait de croiser en permanence des concurrents, de rouler 10-15 minutes avec eux, de passer un petit moment, de boire un café dans une ville, de discuter un peu de l'aventure ensemble, c'est vraiment des moments qui sont inoubliables. Je vous parlais notamment des 2 concurrents qui m'ont aidé à faire la dernière nuit ensemble, sans qui j'aurais vraiment galéré. C'est vraiment des moments qui sont fantastiques, on est tous dans le même bateau, on partage les mêmes galères, donc c'est trop bien. Donc je salue tous les concurrents avec qui j'ai partagé quelques kilomètres pendant cette course, ça a été vraiment un grand plaisir. Je pense notamment au début de la course où il y avait Ralph, une légende qui a gagné la course avec assistance. C'est une personne qui a fait des records du monde de 24 heures avec assistance avec entre 900 et 1000 km qui me semble. C'est une vraie machine de guerre. On s'est arrêté au feu, on a échangé quelques mots, il était hyper sympa. Donc voilà, c'est des moments qui sont assez inoubliables pour moi et qui font toute la beauté des courses ultra puisqu'on est tout seul dans notre galère sur notre vélo. Malgré tout, le fait de partager quelques kilomètres avec d'autres concurrents, c'est vraiment ce qui fait que les courses ultra sont vraiment géniales et c'est des moments inoubliables. Le dernier point qui est le point le plus négatif de la vidéo puisque je vais parler maintenant des erreurs que j'ai faites pendant cette course. Au niveau de la première erreur, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est au niveau des pneus. Je suis encore un novice du tubeless, donc j'avais le pneu avant tubeless puisque tout allait bien, mais j'avais des pertes de pression au pneu arrière qui m'ont obligé à remettre une chambre au dernier moment, ce qui fait que j'ai peut-être crevé à cause de ça. Donc voilà, sur la rave, j'espère avoir des pneus tubeless qui vont ne pas me jouer de mauvais tours. D'autant plus qu'avec tous les pavés qu'on s'est pris, je vous ai parlé d'environ 50 km de pavés en cumulé. Donc je pense que le tubeless a été d'une grande aide au niveau du pneu avant notamment. Au niveau d'erreur que j'ai faite, c'est qu'au dernier moment, j'ai regonflé à bloc mes pneus parce que j'avais peur de perdre en rendement. Cela dit, avec tous les pavés, ça aurait été un petit peu mieux de moins gonfler. Avec le poids que je fais d'environ 63 kg, je sais que sur du 32 à l'avant, je vais gonfler sur la RAF à environ 3 bars, pas plus, parce que c'est ce qui me permet d'avoir vraiment une roue avant hyper confortable. Par contre, à l'arrière, je gonfle beaucoup plus, donc j'ai vraiment un gros différentiel de pression entre le pneu arrière et le pneu avant. Je pense être aux alentours de 3 bars sur le pneu avant pour avoir un guidon assez confortable au niveau des poignets notamment. Par contre, pour ne pas perdre en rendement avec un vélo chargé, je vais être aux alentours de 5 bars, je pense, entre 4 bars et 5 bars sur le pneu arrière pour avoir quand même un bon rendement. Au niveau des erreurs les plus graves que j'ai faites, et je m'en veux vraiment à ce niveau-là, c'est qu'au niveau de la dernière boucle, comme je vous disais, je l'ai démarré aux alentours de 6h30, 7h du matin. Dans mes prévisions les plus optimistes, je prévoyais de terminer la boucle aux alentours de minuit. Je m'étais dit, écoute, tu as une journée à passer sur le vélo, tu termines à minuit, tu n'as pas besoin de ta veste, tu n'as pas besoin de ta doudoune, puisque tu ne vas pas passer la nuit sur le vélo. J'ai même enlevé mon tour de cou, donc autant vous dire, c'est le truc qui pèse 20 grammes, mais je me suis dit, bon bah écoute, vite, t'accroches au maximum, comme ça, tu auras un vélo plus léger. Donc autant vous dire que pour 20 grammes, c'est absolument ridicule. Comme je vous le disais, la troisième boucle a été extrêmement compliquée avec un enchaînement de montées et de descentes hyper abruptes, mais vraiment sans interruption. Ça a été vraiment extrêmement compliqué, ce qui fait que j'ai terminé le parcours à environ 3h30 du matin au lieu des 22h minuit que j'avais prévu au départ. La dernière nuit a été extrêmement froide avec une humidité à couper au couteau et autant vous dire que sans ma doudoune, j'étais absolument congelé. Donc énorme erreur d'avoir laissé ma doudoune. Des fois, je pense qu'il faut mieux avoir 300 grammes de trop dans le sac, mais ça peut vraiment vous sauver l'aventure. J'étais tellement congelé que j'ai dû mettre ma couverture de survie en dessous de mon kawaii sur mon buste pour
gagner un tout petit peu en confort, ça m'a fait gagner environ 1 ou 2 degrés de température ressentie, mais c'était vraiment horrible. Le pire dans tout ça, c'est dès qu'on était dans le lit de rivière, je veux dire en fond de vallée, il y avait une humidité à couper au couteau, on ne voyait pas à 50 mètres, dès que je soufflais, il y avait vraiment l'humidité comme ça, on était tous congelés. Mes partenaires d'aventure également étaient congelés, ils ont fait la même chose de mettre la couverture de survie sous la veste, donc ça c'est vraiment un petit tips. La couverture de survie c'est quelque chose à ne pas oublier parce que ça peut vraiment vous sauver. Même les gants ils étaient avec l'humidité, ils commençaient à être hyper froid et tout, donc ça c'est vraiment ce que je regrette, c'est d'avoir voulu me décharger pour gagner un petit peu en poids. Par contre j'ai énormément perdu en confort et ça aurait pu devenir très dangereux. Donc faites attention, le ratio poids-confort c'est quelque chose à bien équilibrer. Parfois il vaut mieux avoir 300 grammes de trop pour une doudoune, par contre ça peut vraiment vous sauver l'aventure en cas de nuit compliquée, parce qu'au niveau des nuits ça peut vraiment être très très froid si l'humidité s'en mêle. Donc ça a été tous les points qui ont résumé ma Race Cross Belgium. Je l'ai finalement terminé en 63 heures, donc je suis hyper content d'avoir terminé, d'autant que comme je vous disais, il y a eu énormément d'abandon puisque le parcours a été très dur. Est-ce que je referai la Race Cross Belgium l'année prochaine? Honnêtement, je pense pas, parce que comme je vous disais, c'est trop dur comme parcours. Donc je voulais juste faire cette vidéo pour vous avertir si vous voulez la faire l'année prochaine. Le parcours est extrêmement difficile. Ne sous-estimez pas le dénivelé belge, il est extrêmement dur. J'ai eu environ 9 à 10 000 mètres de dénivelé positif au final, donc ce qui est vraiment colossal. Donc aujourd'hui on est à 10 jours de la Race Cross France, je ne vais pas beaucoup rouler, je vais changer 2-3 éléments sur le vélo, les pneus tout d'abord, je repasse en tubeless, je devrais changer de roue parce que j'ai commandé des roues qui vont être absolument incroyables, je l'espère. Je vais également changer de chaîne et ce que je vais faire c'est que je vais mettre une chaîne neuve au milieu du parcours de la Race Cross France. Et puis écoutez, mon vélo va être prêt, mon matériel va être prêt, je ne change pas grand chose, je vous remets la vidéo avec tout le matériel juste ici, allez la voir si vous voulez. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à dans 2 semaines pour la Race Cross France. Allez, ciao!